se trouve à la 3e journée du Mondial du Rhum, que je me trouve en compagnie de Thierry Blanco, bonjour. de Brive Tonnelier. Bonjour Thierry. Comment ça va? Ça va bien. Bon. Alors, comment ça se passe le salon là? C'est le dernier jour aujourd'hui. Alors, le dernier jour, on va voir. Les deux précédents, ça s'est très bien passé. C'est tout nouveau pour nous. Nous sommes des tonneliers qui essayons d'entrer dans le marché du rhum, notamment pour ce qui nous concerne dans la Caraïbe et bien ailleurs. Mais on commence par là, puisque j'ai un attachement particulier pour la Guadeloupe, la Martinique et tous les territoires des Antilles-Guyane, pour bien les connaître. Et donc nous sommes à la base une entreprise qui travaille beaucoup avec le vin en général, et nous souhaitons nous développer dans les spiritueux, et notamment le rhum. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici avec de nombreux échanges et la possibilité de démontrer et de montrer qui nous sommes et ce que nous souhaitons faire. Eh bien, c'est une bonne chose parce que, comme on dit, quand on dit rhum, normalement, on dit tonnelier également. Oui, pour la plupart, surtout pour le vieux, le rhum vieux, etc. Ah oui, les spiritueux. Donc, c'est une excellente chose et franchement, je pense que vous avez eu des bons contacts. On a quelques bons contacts. On est déjà, pour être honnête, allé sur le terrain à la rencontre des rhummiers, comme on dit dans le métier. Et puis ça s'est très très bien passé parce que nous sommes originaires d'un tout petit département, la Corrèze. Ah oui. La Corrèze, eh bien, en marge. Célèbre. Voilà, en marge de fabriquer des tonneaux, c'est une terre de président de la République. En plus, c'est une terre démocratique puisqu'on a eu un président de gauche et un président de droite, à savoir dans le désordre François Hollande et Jacques Chirac. Donc voilà. Mais ceci dit, pour redevenir sérieux, nous souhaitons vraiment nous développer avec des possibilités même peut-être de créer des unités sur place afin de pouvoir aussi gérer la maintenance de ce que nous vendons et pas seulement vendre des tonneaux mais aussi pouvoir les réparer en temps réel. Et que ça perdure dans le temps. Et que ça perdure surtout dans le temps parce que comme vous le disiez très bien, pour connaître un petit peu et apprécier beaucoup, mais vous enlèverez cette phrase, le rhum, eh bien, le rhum, ça nécessite qu'on y prenne soin, qu'on en prenne soin. C'est ce que nous faisons avec nos tonneaux, ce sont des œuvres d'art. Nos ébénistes sont des ébénistes d'art et c'est ainsi que nous souhaitons travailler. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, un petit numéro de téléphone, une Instagram, puis... Alors, écoutez, vous avez tout sur la carte, je vous le mettrai sur la carte parce que je ne l'ai pas en mémoire. D'accord. Mais sinon, on va faire un petit zoom sur une carte de visite et puis ça ira bien. Super. Allez, super. Ben, je te remercie Thierry. Ah ben super, merci. Au top. Allez. Il fait fruit, comme on dit aux Antilles. Oui, Tchabiret. Il ne pas molli. Qui est celui-là d'ailleurs, le rhum blanc de Martinique. C'est un rhum pur jus de canne agricole qu'on a assemblé avec un rhum vieux de Barbade de 3 ans d'âge, donc qui est un rhum à base de mélasse. Donc pur jus de canne mélangé avec un rhum de mélasse. Donc ça donne vraiment aussi une complexité aromatique. Alors, il faut savoir que le rhum, on le produit avec 3 matières premières différentes. C'est toujours de la canne, mais la mélasse, c'est un résidu de la fabrication du sucre. Donc une fois qu'on a pressé le jus de canne, on l'a réduit, on le fait chauffer pour obtenir après la cristallisation. Et ce qui reste, c'est un sirop noirâtre qui est très visqueux. C'est ça la mélasse. Donc il y a plusieurs des grades de mélasse en termes de qualité, d'arôme qui restent dans la mélasse. Donc il y a de la bonne mélasse et puis de la moins bonne parce que voilà, plus on a réduit, on a puisé les arômes dedans, moins il reste des arômes dans la mélasse. Ça, ce qu'ils font avec la mélasse, ils distillent, ils le fermentent d'abord et ce vin fermenté, ils le distillent pour obtenir du rhum. On a un rhum blanc qui sort de la distillation et après ce rhum blanc, il n'a aucun goût pour les rhums de mélasse. Il prend sa noblesse quand on le fait vieillir dans des fûts. Et c'est à ce moment-là qu'il prend des arômes de tanin du bois qui fait sa caractéristique finale. On a des rhums à base de miel de canne ou de sirop de canne. Donc là, c'est le même process. On presse la canne, on le jus, on fait chauffer, mais pas trop. C'est juste pour avoir un sirop. Donc on a gardé les arômes de canne fraîche un peu. Et ce sirop-là, on le fermente et on le distille. Donc on obtient un produit. Beaucoup en Amérique centrale utilisent le miel de canne pour produire le rhum. Par exemple, ceux-là, c'est Guatemala, Panama, vous allez retrouver des rhums à base de
il y a les purs jus de canne. Là, on presse la canne, le jus frais, on le fermente et on le distille. Donc ça, c'est les rhums de Martinique, les rhums agricoles, on a appelé ça comme ça. Ou la cachaça, c'est une appellation, mais c'est du rhum, hein, qui est le même procédé qu'un rhum agricole. Donc c'est du pur jus de canne qui est fermenté et distillé. Donc voilà les trois façons de faire du rhum. Donc celui-là, c'est un rhum pur jus de canne qui est assemblé avec un rhum de mélasse de Barbade. Du rhum deuxième édition, je suis avec un connaisseur, puisque Terre de Rhum, c'est une référence en France. Alors avec Blaise Mendigua. Blaise, bonjour, comment tu vas? Bonjour Eddy. Tu vas bien? Très bien, impeccable. Comment on dit chez nous? Manque à Québec au moins? Ok, et vous Ouais, mais l'avez c'est dit? pas bon. Dis pas oui. C'est pas fini. C'est pas fini. Alors Blaise, en tant que responsable de la Terre du Rhum, je sais que le rhum, c'est une histoire pour toi que tu connais très bien. D'ailleurs, en référence à cela, je vous invite à aller voir le film qu'il a fait sur la Guadeloupe, Terre de Rhum. C'est un très beau film. Alors Blaise, je t'écoute. Écoute, mon cher Eddy, quand tu me poses des questions sur le rhum, qu'est-ce que c'est que le rhum? Eh ben, très facilement, je veux dire, là je parle avec mon cœur, je dis que le rhum n'est pas un produit hors sol. Le rhum est un produit qui est ancré sur des terroirs, dans une histoire, dans une culture, dans une identité. Le rhum, ça charrie tout cela. Donc à chaque territoire a son rhum, chaque territoire a son histoire, chaque territoire a sa culture. Et donc quand on boit du rhum, ce n'est pas simplement une boisson comme ça, anonyme qu'on va boire, c'est une histoire, c'est un rapport avec cette histoire. Et ensuite, tu sais que dans le rhum, nous avons, comme toutes les autres boissons, des palettes aromatiques extraordinaires. Et ces palettes aromatiques extraordinaires vont être ressenties par le consommateur en fonction de sa propre culture, de sa propre histoire, de son rapport avec ce que j'appelle ces réminiscences proustiennes. Voilà. Et donc on va retrouver, chacun va retrouver dans les arômes que donne le rhum, une petite part de son histoire personnelle. Voilà. Eh bien, je vous invite tous à vous rendre à Terre de Rhum. Vous allez retrouver tout ce que vous recherchez en excellence dans le rhum, et vos papilles gustatives vont découvrir des choses et vont entendre également des révélations sur ce spiritueux qui va faire le tour du monde. Il fait déjà le tour du monde. Il fait déjà le tour du monde. Il fait déjà le tour du monde avec une manifestation comme celle-ci, comme le Mondial du Rhum, où on trouve des rhums venant des territoires insoupçonnés, hein, et puis surtout des techniques de fabrication de certains rhums qui sont incroyables, parce que j'ai découvert par exemple un rhum dont je recommande la consommation, enfin que je recommande dans mes recommandations, qui est celle par exemple de ce rhum de la Réunion qui s'appelle la Part des Anges, qui a une technique de fabrication qui est extraordinaire et révolutionnaire pour ainsi dire. Là par exemple, on a un distillateur issu d'une lignée de 7 générations de distillateurs charentais installés à la Réunion depuis quelque temps et qui fait un rhum incroyable qui s'appelle la Part des Anges, avec une canne à sucre qui est une canne rose spécifique dans cette région de la Réunion, qui est le nord-ouest de la Réunion, à Saint-Paul, précisément au lieu dit les Salines. Ils fabriquent un rhum incroyable. Ils ont un terroir, sur un terroir volcanique à 2 niveaux d'altitude, un à 400 mètres, l'autre à 800 mètres d'altitude. Ils fabriquent un rhum qui a cette particularité d'avoir une densité en sucre élevée et qui... Et il travaille cette canne, qui est une canne bio, hein, parce qu'il n'y a pas d'entrant chimique, avec une fermentation qui va durer plus de 7 jours. Fermentation, bien sûr, avec des produits naturels, c'est-à-dire avec des ferments naturels, pas des ferments industriels. Et ensuite, ce qui est particulier à cette distillerie, c'est qu'ils vont faire
triple distillation en alambic. Mais c'est extraordinaire. Et non seulement au reçu, quand ils vont recueillir ce rhum au bac d'alambic, ils vont le faire reposer pendant 7 mois, pendant 12 mois, pour ensuite encore faire une filtration sur papier pour recueillir le rhum en goutte à goutte. Ce qui est extraordinaire dans cette fabrication. Là où ils vont encore faire une innovation incroyable, c'est qu'ils vont faire des rhums blancs, mais en introduisant des arômes de fruits. Comment le font-ils? Ben, ils mettent un panier de fruits, quel que soit le fruit tropical, des fruits de la Réunion, la canne à sucre, la mangue, le citron, dans la fève de cacao. Voilà, des fèves de cacao. Et l'évaporation, l'alcool qui va sortir de l'alambic va passer à travers le panier et s'enrichir de ces arômes, de ces fruits-là. Alors, vous imaginez bien que ce fruit, ce rhum qui va sortir en bas de l'alambic, non seulement va avoir ces arômes premières, c'est-à-dire les arômes de la canne à sucre, mais combinés aux arômes de fruits qu'ils ont mis dans le panier à l'intérieur de l'alambic, vous avez un truc extraordinaire en bouche qui est incroyable, qui va vous donner un rhum très festif, très joyeux, très rond, et pourtant c'est un rhum blanc, c'est un rhum blanc, mais enrichi d'arômes incroyables. Donc moi j'ai fait cette découverte ici au Mondial du Rhum, et dans notre boutique bien sûr, à Terre de Rhum, vous aurez ce type de produit exceptionnel, parce que c'est vraiment un produit exceptionnel. Voilà. Alors Blaise, on te remercie beaucoup. Alors si tu peux rappeler l'adresse de Terre du Rhum, parce que de nombreuses personnes vont se venir à Terre du Rhum. Terre de Rhum, 88 rue Lamarck, métro Lamarck-Colincourt, à Paris 18e, à Montmartre. Et vous serez reçus avec le sourire. Absolument, c'est un lieu de plaisir, de joie et de partage. Nous vous attendons. Merci Blaise. Si je m'écoute, je prends un billet dessus. Et mon patron, il est pas où? Souris. Non, mais sérieusement, on nous a dit qu'il faut absolument venir ici. Ok, ça marche. Voilà. Donc nous, on est une petite distillerie familiale. Donc on est spécialisé dans les audits de fruits. On est distillateur de fruits, mon cœur de métier. Donc on travaille la canne avec plutôt une vision fruitière. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas mélanger les parcelles ni les variétés de canne. C'est ça. Et on va travailler Donc que chaque des... parcelle est récoltée et puis ensuite ça donne un plan unique, quoi. Hein, c'est ça, exactement. Et donc on travaille également que des variétés anciennes, non hybridées, que des cannes anciennes. Donc, celle que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être de la canne rose, on l'appelle aussi canne bonbon en créole chez nous. Et donc là, sa particularité, c'est qu'elle n'a pas été hybridée, on est sur une variété ancienne. Voilà. Une variété ancienne, et puis aussi elle est de couleur rose, bien évidemment, un long est pas venu comme ça. Et puis voilà. Donc malheureusement j'avais 2 parcelles, on fait un travail sur le terroir, mais j'ai plus de la première parcelle, j'en ai plus de doute, mais bon il me reste celle-ci. Donc là on est sur une parcelle à 400 mètres d'altitude, oui. Irriguée, donc plutôt des cannes grosses. De quel côté? On est dans les Hauts-de-Saint-Paul, là Belmen, dans les Hauts-de-Saint-Paul. Voilà. Comme ça. Hein. Oui, bien sûr. Après si j'en ai trop, vous pouvez le vider. Non, mais c'est dommage. Et du coup, on tissera 55 sur celui-ci. Et donc, avec notre vision fruitière, on travaille en alambic. Oui. On travaille en alambic, on est sur la triple distillation en une seule passe. On garde uniquement des cœurs de chauffe, on laisse reposer en inox
1 an. Et puis ensuite, on fait une réduction à l'eau distillée pour sélectionner notre titrage c'est ça. d'alcool. C'est parfumé. Vous voulez goûter un autre fruit? Ananas, banane, litchi, mangue pour les plus fruités. J'aime bien les arômes. Ah, Après coup, hein. Ouais. vous êtes dans une autre dimension. C'est pas la même chose. Ouais. C'est Vous êtes dans une autre Là, on est un dimension. peu plus sur une vision de l'eau de vie de canne à sucre. Voilà, on va vraiment la travailler comme une eau de vie de fruits, là, cette canne. Sur le travail du rhum et la fermentation, on est tout en fermentation naturelle spontanée, c'est-à-dire qu'on n'ajoute pas de sucre, pas de ferment, et on ne va pas acidifier. C'est-à-dire qu'on s'embête à toutes les nettoyer, les cannes, pour pouvoir faire une fermentation naturelle stable. Vous faites de la canne et d'autres fruits aussi, j'ai compris. C'est ça, on est vraiment spécialisé dans les eaux de vie de fruits, donc là on va distiller 100% fruits, aucune canne à sucre. Voilà. De l'eau de vie d'ananas. C'est ça, exactement, eau de vie d'ananas, banane, litchi, on se connaît bien. mangue, Ah oui. on a une dizaine de références là sur les fruits réunionnais. Tu peux goûter. Oui. Non, non, ça va. Elle connaît. Ah bon, je connais. Ah non, moi je bien. connais. Oh là. Ah, je connais bien. J'ai des bouteilles à la maison, hein. Et alors vous vous êtes lancé là-dedans il y a combien de temps? Alors ça fait 15 ans que la distillerie existe. Après le savoir-faire, lui, vient d'un peu plus loin. Mon père est originaire de Cognac. Cognac. On Et, l'a entendu tout à l'heure à la conférence. au repas. Ok. Et donc lui, c'est la 7e génération de distillateurs dans la famille. Donc mon grand-père, lui, était distillateur ambulant en Charente. Il allait donc village en village et distillait ce que proposaient les bouilleurs de cru. Il faisait du cognac, de la prune, de la poire, etc. Et vous êtes installé donc à La Après, Réunion. mon père, lui, s'est installé à La Réunion il y a plus de 30 ans. Donc il n'a pas Qu'est-ce ouvert... qu'il a amené là-bas à La Réunion? Alors lui, au début, il est parti en vacances. Et puis il est resté accroché Il à est l'île, tombé il est amoureux. tombé amoureux, Il est tombé il amoureux, n'est jamais ouais, reparti. c'est ça. Voilà, donc il n'est pas du tout parti à La Réunion dans une idée Ouais, de monter c'est une ça. distillerie et tout. Lui, il est arrivé pour faire du surf il y a 30 ans. Et puis il est resté là-bas parce que... Et après, il a vu tous les fruits. Non, au début, il est rentré, mais bon, ça l'a Il est appelé pour revenu revenir. pour les requins. Il a eu l'appel de la mer. C'est ça. Après, il a Ah. travaillé longtemps en restauration, il a beaucoup voyagé. Puis il a travaillé en restauration à La Réunion dans un hôtel à Boucan, là, le Saint-Alexis. Et puis après, il a fait de l'informatique, il a fait autre chose. Et puis après, il est venu. Après, il est revenu sur amours, son Vous êtes né savoir-faire là-bas, vous êtes familial. né Moi, je là-bas. suis né là-bas, oui. J'ai grandi là-bas, j'ai vécu que là-bas. J'ai jamais passé de temps. Enfin, j'ai passé quelques mois en métropole, mais j'ai jamais fait 4 saisons d'affilée en tout Ouais, cas. ouais. Voilà, donc je suis venu un peu découvrir ici un peu le continent, D'accord. mais ça me reste étranger. Moi, pour moi, je suis réunionnais. Oui, Quoi. bien sûr. Ouais, bien sûr. Bah oui, Ouais. c'est le cas, oui. Vous y plaisez. Ah bien sûr, ouais. Bah, je me vois pas vivre ailleurs. J'ai envie d'aller découvrir le monde, aller voyager, mais ça je me reste vois un- vivre à La Réunion. Donc le Maïdo, Silaos et compagnie, Maïdo, vous connaissez ouais, bien, je nous connaissais aussi, bien, on ouais. connaît très bien. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. On a habité là-bas. Ouais, c'est une très belle île. Hein. Mm. Bon, ok. Et alors il est arrivé à faire ce sublime rhum. C'est ça, donc on a vraiment commencé par les fruits. Hein. Au début, quand ils ont monté la distillerie, mes parents, ils n'étaient pas du tout dans une optique de faire du rhum au tout début. Ils étaient vraiment dans l'optique de faire des eaux de vie de fruits. Donc ils ont commencé, je me rappelle les 2 premières références, c'était eau de vie d'ananas, eau de vie de banane. Ouais, ouais. Et puis, Ananas, ouais. Et puis après, avec le temps, on s'est rendu compte aussi que les fruits tropicaux, on est sur une distillation très spécifique, avec des isolations toxiques, ce qui rend aussi la chose pas très rentable par rapport au taux de sucre des fruits et les rentabilités après distillation. Et donc c'est ça qui nous a amené vers le rhum. Et puis après, on s'est découvert aussi une passion pour la canne et pour le rhum. On avait vu qu'il y avait plein de choses à faire aussi au niveau du monde de la canne, surtout quand on a découvert justement cet aspect variétal de la canne à sucre. On pouvait aller au fond de certains arômes de variété et du coup c'est là qu'on a compris la canne comme un fruit aussi, sur ses différences de variété et les expressions différentes justement. Et puis là sur le travail de terroir aussi qu'on est en train de faire. Et puis qui en plus est appuyé là avec la thèse de Manao qui est en train de se faire justement sur les variétés de canne et les différences de terroir. Ça pousse encore la chose et on voit qu'il y a vraiment une différence là sur. Vous l'avez goûté, madame? Oui, bien sûr. Et alors,
Ah bah, je le trouve très bon, on échange tous les ans au salon de l'agriculture ou même au mondial du rhum. Là justement ça nous permet des rassemblements comme ça d'échanger sur nos produits et sur notre travail variétal et parcellaire. Vous voyez l'impact du terroir sur le goût? Oui, bien sûr, c'est pour ça que je suis. C'est bien dommage quand je n'ai plus de l'autre parcelle là justement. Et près du vol. La canne rose, tu utilises. C'est ça, la canne rose, nous on l'appelle canne bonbon. Sûrement entendu parler. c'est ça. À La Réunion, canne bonbon. Oui, mais la rose, c'est la rose, Manao eux La ils canne ont rose tout plein de variétés. Je crois pas qu'ils l'appellent canne rose parce qu'en fonction aussi des endroits, on les appelle pas forcément de la même manière, alors que c'est les mêmes variétés, je pense. Et après, ils ont plein d'autres variétés que nous on n'a pas à La Réunion. Après, c'est vrai qu'hier il y avait un film très intéressant justement sur l'histoire de la canne, l'importation et comment elle a été diffusée dans le monde. Et justement sur les variétés anciennes et les variétés hybridées qui ont été faites depuis les années 1900. Mais après, j'ai pas tous les détails, justement, il faut voir ce petit reportage. Et près du volcan, là, il y a... Alors, près du volcan, oui, on a des agriculteurs là aussi qui sont en train de faire des bouturages et de replanter des variétés anciennes sur plein de terroirs différents. On travaille avec plein d'agriculteurs différents. Du volcan, là, au Maïdo, là-bas, dans le Il y en a une au tout début, le tout premier rhum qu'on a sorti, c'était un terroir qui venait de Saint-Philippe. Donc là, vraiment, on était à côté du volcan. Ouais, on avait quelque chose de très atypique. Et puis l'année prochaine, on va sortir des cannes qui vont venir d'étangs salés. Donc là, on va être à 200 mètres d'altitude, donc dans le sud-ouest. On connaît bien, Et là, celle que je vous fais goûter, du coup, on est à Saint-Paul. Et puis on a une autre parcelle, un agriculteur avec qui on travaille aussi dans les hauts de la Possession. En dessous de Dodane, là, pour la parcelle. Donc voilà, on commence à avoir plusieurs points de l'île avec la même variété. Ah oui, bien sûr. Et donc vous ne mélangez pas, bien sûr. Hein. Ah non, bien sûr. Surtout pas. On distille tout indépendamment, là, justement. Ouais, c'est ça. Là, on a la chance aussi d'être tout petit, de faire très peu de production, on a des tout petits volumes. Donc, quitte à être tout petit aussi, on a la possibilité de faire ce travail justement parcellaire que d'autres distillateurs qui font du plus gros volume n'ont pas forcément la possibilité de faire justement des tout petits patchs d'une parcelle où on va recevoir je sais pas, une vingtaine de tonnes de cannes de chaque parcelle, ce qui est très peu en fait à la distillation. Et encore 20 tonnes, je suis généreux, sur chaque parcelle, on peut être sur plus petit encore. Et donc là, il y a votre papa et vous qui gérez tout ça? Alors non, il y a aussi ma mère et mon frère. On est vraiment tous les quatre dans la distillerie. Donc la famille, quoi. Le reste, c'est la famille. Donc c'est ça, on est tous les quatre et on fait tous les quatre un peu tout, que ce soit la production, le commerce, la distillation, le chai. On se partage les tâches et on échange à chaque fois qu'il y a une question à se poser sur une bouteille, que ce soit l'étiquette, la réduction d'un produit, on goûte, on échange tous les quatre à chaque fois. Donc vous faites tout le process, ça va de la... My software automatically takes a screenshot and posts it as a photo. Using something called iFusion. So it starts from Twitter, and then so I write for X, then X goes to Donc au deuxième mondial du rhum, au Palais Bognard. Nous avons également la chance cette année d'avoir une nouvelle maison, le domaine de Bel-Air et la maison des savoirs et des savoir-faire des Romiers, et avec la maison Marie-Louise, c'est ça? Exactement. Marie-Louise. Donc avec moi j'ai Rodolphe et Julie. C'est un travail en couple, en famille. Alors Rodolphe et Julie, déjà qu'est-ce qui vous a emmené déjà au mondial du rhum? Parce que c'est votre première participation. Oui. Alors, nous avons fait le déplacement depuis la Guadeloupe pour présenter notre production de rhum Marie-Louise. Donc, c'est une jeune maison qui a 3 ans d'existence. Donc, rhum Marie-Louise, c'est avant tout un projet agricole, puisque nous avons un domaine familial situé à Anse-Bientran, dans le nord de la Grande Terre, proche de Porte d'Enfer. Oui. Où nous plantons sur une petite parcelle d'1,5 hectare une variété unique qui est la canne bleue. Alors c'est une variété qui est très aromatique et qui a une très très belle expression de ses arômes, grâce au sol également de la Grande Terre qui est sur un terroir argilo-calcaire qu'on appelle le vertisol. Et nous avons donc fait une production d'abord, donc là nous avons des rhums blancs et un premier élevé sous bois
Et cette année, nous avons 2 références en rhum blanc, un rhum blanc à 56 degrés et une version au degré à 71 degrés, plus un élevé sous bois du premier millésime 2022. Je continue ? Ouais. Et voilà, donc au niveau de la récolte, nous sommes 100% en agriculture biologique. Et tout est fait à la main sur la parcelle, l'entretien est fait, le nettoyage, le dépaillage est fait à la main. La coupe, la récolte évidemment est fait à la main. Voilà, donc ensuite nous faisons distiller nos rhums et ensuite le travail de chai sur les préparations, les réductions avant la mise en bouteille. Il y a 1 an de préparation sur les rhums blancs avant la mise en bouteille pour que tous les arômes sur les rhums blancs s'expriment et se développent. Et ensuite, préparation également pour la mise en barrique sur les rhums ambrés. Premier rhum élevé sous bois que nous avons sorti. Alors, il y a des rhums en vieillissement qui seront, le premier rhum vieux sera prêt l'année prochaine. Oui, 4 ans. Premier 3 ans, ouais, et puis on verra si on le continue, on fait continuer un peu en vieillissement. En 5 ans. En fonction de son évolution, 4 ans. Voilà. D'accord. Donc vous avez dit que vous êtes, c'est Hans Bertrand. Hans Bertrand, exactement. Hans Bertrand, ouais, c'est vrai, pas trop loin de la porte d'enfer. Ouais. Mais vous avez un côté iodé aussi avec la mer. C'est ça, on est très proche de la mer, on est à peu près à 800 mètres vol d'oiseau de la mer. Ouais. Donc proche de Porte d'Enfer, donc sur les falaises d'Anse Bertrand. Et c'est vrai qu'on est en direct avec l'océan Atlantique en face, et donc il y a beaucoup d'embruns liés aux vagues qui se fracassent sur les falaises, ouais, et qui lèvent beaucoup d'embruns salins sur la zone. Et donc tout le champ... Donc vous devez certainement avoir un rhum de qualité. Ça, c'est garanti. Oui, alors on a, comme je vous disais, un rhum qui est vraiment exceptionnel, toute petite production, très aromatique, sur des notes très florales où on sent vraiment le côté bagasse, canne fraîche, fraîchement coupée, avec justement des notes un peu salines et iodées en fin de bouche. Donc on a vraiment un produit très très qualitatif, très voluptueux et qui exprime pour moi vraiment le terroir du Nord-Grande-Terre. Ok. Alors qu'est-ce qu'elle veut rajouter, Julie? Je peux rajouter qu'on a des bouteilles numérotées. Donc c'est une petite production. Sur le 71 degrés, on a sorti 500 bouteilles. Sur le 56 degrés, récolte 2023, on a sorti 2200 bouteilles. Et sur les sous bois, 1400 bouteilles. Sachant que 90% de la production est mis en vieillissement pour la suite. Et quels sont vos objectifs à long terme? Puisque forcément, elle a 3 ans, l'entreprise, elle ne va pas s'arrêter là, elle va grandir, elle va produire davantage. Et vous allez faire encore d'autres rhums de qualité, tels que par exemple les vieux, peut-être vous allez faire même du premium. Alors, on est déjà sur des rhums premium. Vous êtes déjà sur des rhums premium. On est déjà vraiment sur des rhums premium. On n'a pas commencé par là. On exprime vraiment au mieux, pour moi, le terroir et la qualité de la canne. Travail aussi de planteur. Maintenant, oui, les évolutions à venir, évidemment, ça va être sur une valorisation encore plus importante sur la partie rhum vieux, puisque déjà sur les rhums blancs, je pense qu'on a déjà on touche du doigt quelque chose de vraiment excellent. Maintenant, au niveau d'évolution même, au niveau de la plantation, il est possible que j'augmente un petit peu les surfaces, mais pas beaucoup, parce que le domaine n'est pas non plus extensible de trop. Donc là, je travaille sur 1,5 hectare, peut-être que je pourrais passer au total sur 3 hectares, mais voilà, pas tellement. C'est que vos cannes, hein, de façon si vous... C'est que mes cannes. Ouais, voilà, c'est que uniquement les cannes du domaine de Bel Air. Voilà. Et le rhum Marie-Louise s'appelle Marie-Louise parce que c'est le nom de ma grand-mère. Et donc c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, c'est parce qu'on est vraiment uniquement sur les cannes du domaine de Bel Air. Donc voilà, après, évidemment, il y a une évolution qui va aller vers des rhums vieux et peut-être certainement des 10 ans ou aller même plus loin sur des rhums avec des longues périodes de vieillissement. Mais voilà, après, c'est l'avenir qui nous dira les orientations qu'on va prendre au niveau des rhums vieux. En tout cas, à l'heure actuelle, on a cette gamme de rhum blanc qui va peut-être encore un petit peu évoluer. Je suis moi-même en train d'expérimenter également d'autres variétés de cannes sur le domaine de Bel Air, des vieilles variétés. Donc voilà, peut-être qu'on va encore étoffer par la suite la gamme sur les rhums blancs. En tout cas, vous avez raison de le faire parce que les vieilles variétés de cannes sont excellentes. Exactement. D'ailleurs, je vois que sur l'île de la Réunion, par exemple, il y a le Réunionnais, monsieur... La part des Anges. La part des Anges, oui. utilise des très vieilles cannes et vous regardez le résultat. Oui, effectivement. J'ai vu une canne rose qu'ils ont sortie. Voilà, une canne rose. C'est vrai que la canne rose est plus mangeable et c'est vrai, c'est comme un bonbon.
Voilà, Mais, il sera content que je lui parle ouais. de son produit en plus. Voilà. Donc voilà. Donc quelles sont les choses que vous allez ressortir de ce mondial? Alors, le mondial du rhum, je suis très content de la qualité aussi de la prestation et puis des contacts voilà, qu'on a pu avoir parce que vous avez des gens du monde entier qui viennent nous rencontrer, déguster nos produits, qui sont intéressés, donc avec qui on va maintenir des échanges pour voir au niveau de qu'est-ce qu'on peut avoir comme interaction par la suite, si on peut vraiment effectivement commencer à travailler ensemble. En tout cas pour nous venant de la Guadeloupe, c'est un lanceur, je dirais, pour nous, un tremplin pour aller rencontrer des gens comme ça et faire un seul déplacement pour aller avoir en quelques jours rencontrer des gens du monde entier, c'est quand même vraiment très très bien. D'accord. Alors est-ce qu'on peut voir juste un peu les bouteilles si tu as à peu près vous montrer un peu les bouteilles. Voilà. Donc là vous avez la version en 71 degrés, j'ai une version en 56 degrés et une version en 71 degrés chez les rhums blancs. Et l'élevé sous bois à 49 degrés avec 14 mois de passage en barrique en fût neuf chêne français. Fût neuf. Fût neuf. D'accord. Ah ben, je vous remercie beaucoup. Une petite un Instagram. Oui, alors évidemment vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Rhum Marie-Louise. Vous trouverez facilement sur Instagram. C'est facile à retenir. Voilà. Marie-Louise. Marie-Louise. J'en suis certain. C'est pour moi? Ça va bien? Merci, mais vous êtes tellement occupé. Au deuxième mondial du rhum, au Palais Brognard, ce beau écrin qu'il nous a donné, je suis en compagnie de François. Bonjour François, qui représente une marque. Alors, c'était la marque Plantation qui est devenue Exactement, Planteret. Qui devient en 2024-2025 Planteret, dont voici le nouveau logo qui est dans la même typographie, mais on a fait une translation de nom, un nom très similaire. Donc Voilà. c'est une transition douce. Voilà, donc la marque Plantation Planteret représente déjà une des vraies missions de la marque, c'est de représenter les terroirs des rhums du monde entier. Donc Amérique du Sud, Amérique centrale, les Caraïbes évidemment, avec en star la Barbade. On peut citer notre superbe XO de la Barbade qui a été multiprimé, absolument délicieux. Très belle bouteille en plus. Ah tout à fait, absolument. Et puis là on vient de sortir une expression complémentaire en fût de Pedro Jiménez, délicieuse. Et on a également donc deux distilleries en Jamaïque. Voici un exemple, une expression jamaïcaine. La marque donc Planteret fait également des choses en noix de coco, j'ai pas la bouteille ici, mais aussi avec on travaille sur l'ananas par exemple, en infusion. Et surtout on essaye d'exprimer les terroirs du monde entier. Voici simplement un exemple du Pérou, mais on a beaucoup de pays d'expression différentes. Oui, et puis je vois que les étiquettes sont tous changeantes. Hein. Absolument. C'est un gros avantage, c'est vrai. Voilà. On peut reconnaître le champ, donc le clissage très caractéristique des bouteilles Plantation. Et également de certaines boîtes absolument magnifiques avec un dessin proche des tapisseries anciennes, historiques. Alors, en parallèle, nous avons également travaillé sur un projet très spécifique. Je voudrais vous en parler aujourd'hui, ça s'appelle la Barche 66, c'est à Issy-les-Moulineaux, donc c'est juste à l'ouest de Paris, près de Boulogne, contre l'île Saint-Germain, et c'est une péniche très particulière, c'est une Fraissinet de 1948, et nous faisons, c'est le premier chef flottant au monde, nous faisons vieillir des centaines, enfin on a 1 millier de fûts de 30 litres, et c'est des fûts que les particuliers peuvent acquérir, ainsi que les entreprises, et pourquoi pas les barman et puis les restaurants. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, j'ai bien. Donc c'est un chai qui vient exploiter l'atmosphère très humide de la Seine. Donc on a 80% de taux d'humidité et ce qui va nous aider à travailler sur l'évaporation de la part des anges, donc des alcools les plus agressifs. Tout à fait. Et en fait nos clients viennent accompagner leur petit tonneau. En fait s'approprient leur tonneau, viennent goûter tous les 2 ou 3 mois par exemple, et ensuite décident de la fin de la maturation en déterminant eux-mêmes la date de fin de maturation et de mise en bouteille. Et à la fin on leur remet
un peu plus de 55 bouteilles personnalisées, des bouteilles superbes d'un demi-litre, d'un rhum qui leur appartient vraiment, à partir d'une sélection de très bons Barbade, Jamaïque et Fidji. Alors, la question que je vais vous poser, Oui. qu'est-ce que ça va vous emmener, le fait d'avoir participé au Mondial du Rhum? Alors, c'était un très joli salon où on peut prendre le temps d'avoir des relations très qualitatives avec nos visiteurs. Et donc, ça allait de spécialistes à des gens plutôt à la découverte. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis, quelques contacts professionnels très intéressants également. Alors, vu qu'il y aura un 3e mondial, je Oui. pense que vous y serez. Probablement. Et donc, ce que je peux vous demander maintenant, c'est juste une adresse Instagram. Alors, on a Planteret, évidemment. Et puis aussi, pourquoi pas, en complément, la barre 166. Eh bien, c'est parfait. Donc, merci beaucoup. Au prochain salon. Oui. Et beaucoup de plaisir avec les Rhums. À très bientôt. Merci. Excellent week-end. Merci beaucoup. Alors, Patrick Logier, après cette 2e organisation du Mondial du Rhum, j'aimerais avoir ton opinion sur le mondial, sur les conséquences que ça va avoir sur le monde du rhum, mais également savoir si, grâce à ce 2e mondial, on peut déjà envisager un 3e, parce qu'apparemment, c'est parti pour. Alors effectivement, nous sommes à la 3e journée de fin de cette 2e édition du Mondial du Rhum. C'est vrai qu'en regardant les exposants, les participants, on retrouve cet élan de convivialité, de générosité qui caractérise le rhum. Mais au-delà de cela, cette 2e édition est très marquante. Pourquoi? Des annonces très fortes, la décision du gouvernement de nous accompagner, un accompagnement de la ministre du Tourisme qui comprend et qui accepte de mettre tous ses services à disposition de la Riviera, du Levant et du département de la Guadeloupe pour faire de ce territoire le laboratoire national du spiritourisme pour l'ensemble national. C'est un élément fondamental et qui va ouvrir des portes d'opportunités, business, éducation, métier, emploi. Autre temps fort qui est pour nous extraordinaire, c'est la décision des petits producteurs de se réunir autour d'une association qui s'appelle EcoRhum pour mettre en avant leurs problématiques et être l'interlocuteur aussi des membres du gouvernement, mais aussi de la Commission européenne. Cela, c'est fondamental pour eux et on part de la Polynésie pour arriver dans tout l'espace ultramarin, sous les Antilles et même Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, 2e temps fort. Le 3e temps fort, il faut le dire, c'est dans l'esprit de la générosité, dans l'esprit du partage. C'est l'association qui s'est créée, qui va permettre au territoire ultramarin de disposer de l'accès aux plateaux techniques très performants des différents établissements qui traitent les maladies du cancer. Et là encore, c'est sur le thème de la générosité et de placer l'humain au cœur de l'écosystème rhum. Donc cette association a trouvé son sens et sera portée justement par les acteurs de l'écosystème rhum, les acteurs qui sont exposants notamment ou conférenciers du Mondial du Rhum. Ensuite, on va dire, pour terminer, la qualité des conférenciers. Les conférenciers qui viennent de différents horizons, mais qui sont tous experts dans leur domaine. Donc, un milieu où on retrouve toute l'expertise, tout le savoir-faire et surtout cette volonté de transmission. Et concernant la question, aura-t-on un 3e mondial du rhum? Alors, nous ne faisons pas de coups, mais en prenant du recul, en écoutant les uns les autres, on constate qu'il nous est demandé de préparer un 3e mondial du rhum avec des thèmes tout aussi riches, tout aussi percutants, toujours le mettre à l'esprit, l'humain au cœur de l'écosystème rhum, facilitateur d'emploi, de business et de métier. Eh bien, je te remercie, Patrick. Se retrouver à chaque fois plus nombreux. Je
suis assez content aussi parce que les premiers retours de nos influenceurs et acheteurs qui étaient présents cette année sont aussi plutôt concluants. Vous pourrez voir dans les prochains jours la communication importante qui sera faite autour du monde entier, jusqu'en Chine, au Japon et en Europe, sur l'événement. Ils ont découvert des nouveaux produits innovants sur des petites quantités de production. Mais en tout cas, ils étaient très satisfaits d'être présents. Et pour terminer, je dirais tout simplement en anglais, Together we are stronger and keep going. Parmi les événements, les actions importantes, nous avons tenu que la Riviera du Levant, en Guadeloupe, qui est composée de la commune du Gosier, de la commune de Sainte-Anne, de la commune de Saint-François et de la Désirade, soit le laboratoire national du spiritourisme pour l'ensemble du territoire français. Il est important de signaler, avant de passer la parole à celle qui devra porter cet élan, de signaler que le spiritourisme ne veut pas dire visite de distillerie. Le spiritourisme ne veut pas dire découverte dans une distillerie de rhum. Ça va bien au-delà et ça permet de dynamiser tout le secteur d'activité. Madame Azor sera le pilote de ce laboratoire national. Alors moi je vais pas faire de définition du spiritourisme parce que je crois qu'on l'a fait pendant ces 3 jours. Je dirais simplement que nous, notre aventure a commencé l'année dernière avec beaucoup d'interrogations. On est venu vraiment à l'aventure et qu'on est reparti avec plein d'idées, plein de courage et de force pour cette 2e année et qu'on n'a pas été déçus parce que je dirais que c'est un mondial de réseau et le réseau a très bien fonctionné. Nous sommes repartis avec de nombreuses, je dirais des contrats, des collaborations qui nous permettront de valoriser le spiritourisme bien au-delà des îles de Guadeloupe. Déjà on a été conviés sur la Réunion pour en parler dans quelques mois, donc je dirais que ce n'est que du bonheur et que, comme le disait M. Mounia tout à l'heure, il va falloir que les réticents décident de venir aussi, parce que sinon ils rateront le coche du spiritourisme, en tout cas sur les territoires des Dômes. Voilà. Merci. Pour tous les participants qui ont trouvé un intérêt, dites-le, écrivez-le, postez-le. Soyez aussi l'ambassadeur de votre propre plateforme de business, de rencontres et d'échanges. Avant de clôturer cette dernière conférence et 2e édition, il y a eu aussi 2 temps forts qui étaient pour nous importants. Le premier temps fort, je passerai la parole à Mawea concernant la création d'une association qui va regrouper ce qu'on appelle les petits, j'aime pas trop ce terme, on va trouver un autre nom, mais les producteurs indépendants de nos territoires qui n'offrent pas des superficies qu'on va retrouver ailleurs, en Amérique latine, au Brésil. Bien, merci beaucoup Patrick pour cet honneur. Alors je m'y attendais pas, donc écoute, je vais faire le taf comme on dit. Globalement, effectivement, il n'y a pas forcément des petits, mais en tout cas, on va parler plutôt de producteurs émergents, des gens qui ont une singularité, des spécificités, des choses qu'ils veulent faire valoir, dans lesquelles ils croient et qui représentent une très belle qualité en général. Donc l'idée, c'est effectivement d'être capable de se regrouper. Et ce matin, on en a eu un bel exemple. Alors, on peut que se saluer effectivement que ce mondial du rhum ait permis, en tout cas, la création de cette association. Et Patrick, je te remercie pour avoir su rassembler voilà, toutes ces personnes une nouvelle fois et de pouvoir les fédérer. Alors, à ce propos, ne partez pas tout de suite, tous les producteurs. L'idée, c'est de se faire une petite photo. Ça fait partie du rassemblement que de pouvoir se mettre ensemble sur une image et pouvoir se la partager ensuite afin de rentrer dans le vif du sujet juste après, c'est-à-dire quels sont nos objectifs, quelles sont nos ambitions, quelles sont nos doléances, quelles sont nos propositions. Guy Servat de la DGOM ce matin nous a dit voilà, vous aurez sans doute des doléances, mais surtout, sachant que maintenant on vous écoute puisque vous êtes rassemblés, parce que c'est ça l'intérêt, on se rassemble pour être écoutés.
eh bien, proposez, faites des propositions. Merci beaucoup Patrick, une nouvelle fois, j'ai rien à ajouter par rapport à ce beau rassemblement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quel que soit le territoire ultramarin, ces exploitants indépendants puissent représenter une nouvelle force, être un interlocuteur pour les autorités de l'État français, mais aussi la Commission européenne. Un autre temps fort qui était aussi important, vous direz, mais quelle relation? On a une conférence sur l'apport du rhum dans la pharmacopée. Et avec des sachants, c'est de très haut niveau. Nous avons un participant qui est juste à côté de moi, le docteur Emmanuel Florent. Et à la fin de cette conférence très éclairante, nous avons créé une association qui fait aussi le pont entre l'Hexagone et les territoires ultramarins. C'est une association qui est sous le signe de la générosité et du voyage. Le voyage et la générosité sont aussi les emblèmes du Rhum. Je vais passer la parole au docteur Florent Emmanuel pour qu'il nous parle de cette association. Merci Patrick. Donc, félicitations pour ce mondial qui a amené beaucoup d'innovation. Et nous avons eu l'occasion cet après-midi de créer l'association Amor, donc c'est le jour de la Saint-Valentin, donc c'est une façon d'exprimer aussi de l'empathie, de la générosité et de l'amour à nos proches. Donc l'idée de l'association Amor, c'est de créer une plateforme entre l'outre-mer et l'Hexagone pour permettre aux populations ultramarines d'exercer un droit qui est un droit fondamental, le droit au deuxième avis. Donc tout un chacun, on a dans notre entourage ou dans notre famille quelqu'un qui a été atteint d'un cancer ou d'une maladie grave. Donc quand le ciel tombe sur la tête de quelqu'un, on est désarçonné, on est complètement abattu. Donc l'idée de l'association, c'est de venir en appui à ces personnes qui ont besoin à ce moment de détresse d'une main tendue pour pouvoir avoir un deuxième avis face à une annonce qui est une annonce douloureuse, mais aussi de leur offrir une plateforme qui propose une base de données d'information, donc le réseau, faire du réseautage, si je peux m'exprimer ainsi, pour leur permettre d'avoir le maximum d'informations sur ce qui se fait dans la prise en charge des cancers ou de certaines maladies graves. Deuxièmement, de proposer un plan d'action. Et en troisième lieu, de les accompagner si possible, tant sur le plan médical, mais sur le plan aussi médico-social. Donc Amoré se veut être une interface entre différentes associations. Il ne s'agit pas de refaire ce qui existe déjà, mais d'être l'interface entre les différents partenaires et surtout les centres d'expertise dans la prise en charge des cancers pour offrir aux populations ultramarines la chance d'avoir un deuxième avis et de permettre aussi d'accès aux soins, parce qu'on a souvent ce déficit à l'accès aux soins dans nos territoires d'outre-mer. Merci. Effectivement, l'objectif, c'est que chaque territoire ait un référent médecin qui va pouvoir transmettre les données qui seront analysées par les plateaux techniques les plus performants en adéquation avec le cancer qui est en question. Je crois qu'on ne peut pas continuer, on ne peut pas terminer si on ne fait pas référence à cette jeunesse qui nous accompagne. Je dirais que pour nous c'est important. Le mondial du rhum est né avec des jeunes. Il y a Fabrice Soudan qui pourrait me rejoindre, qui est dans l'aventure depuis le début. Il y a aussi Eugénie qui est là, Daniela qui est là, qui peut nous rejoindre. Hein? C'est important de savoir que ces visages, Clément, il ne faut pas hésiter. Je ne vois pas Nabi qui est derrière son appareil photo. Il y a Yetia, je sais où elle est passée. Donc, il y a un certain nombre. Voilà, Yetia, il ne faut pas hésiter à venir. Je ne vais pas appeler tout le monde parce qu'après, pourquoi je le dis, assez souvent on nous a critiqué, on m'a critiqué en disant mais on manque de professionnalisme, c'est pas assez rigoureux, mais ces jeunes ils sont bien, mais ils n'ont pas d'expertise, ils n'ont pas d'expérience. Restons cohérents. On ne peut pas dire qu'on fait tout un travail pour intégrer les jeunes. On ne peut pas dire qu'on fait tout un travail pour
donner des perspectives aux jeunes et en même temps les éjecter dès qu'on estime qu'on fait de l'à peu près. On ne va jamais arriver à progresser si on n'apprend pas à faire, on ne monte pas à vélo. Et donc ma fierté, c'est aussi ces petites faiblesses que vous avez pu rencontrer. C'est aussi ces imperfections. Mais qu'est-ce que c'est encourageant de voir qu'après 1 an, ils sont là, ils ont progressé, car demain, c'est eux qui s'occuperont de nous. Donc, oui, je reconnais que parfois, on n'a pas été rapide, peut-être que parfois, on n'a pas su faire, être au niveau de tous les experts qui nous entourent, mais quand M. Rosan parle de la 3e édition, eh bien, je me dis, on n'a pas eu tort de continuer. Il faut pouvoir laisser le soleil illuminer tout un chacun. S'ils ne veulent pas être au soleil, c'est leur problème, mais il faut laisser le soleil illuminer tout un chacun et accepter nos petites imperfections. Accepter que parfois on ne soit pas bien, parfois on loupe le coche, mais néanmoins on est là. Et je leur dis merci parce qu'ils nous apportent leur dynamisme et je crois que Daniela va ajouter un mot. Alors, je voudrais mettre à l'honneur Patrick. Alors, ici, le Mondial du Rhum, c'est une belle idée de projet. Ce que vous ne voyez pas derrière, c'est que c'est depuis 2020 que Patrick travaille sur ce projet. Et là, on est en 2025, donc ça fait 5 ans qu'il y travaille, 5 ans qu'il travaille corps et âme à ce projet pour qu'on soit ici réunis. Donc, merci Patrick pour ton engagement. Merci pour ta dévotion et ta passion pour ce Mondial du Rhum. Et longue vie au Mondial du Rhum. Et je vous ai dit toujours que j'aime pas trop conclure. Et donc, je laisserai Papa Rosan, comme je l'appelle, voilà, boucler cette seconde édition. Merci beaucoup. Merci Patrick, merci à toute l'équipe. J'ai été souvent en contact avec Fabrice, avec mademoiselle Soudan, dont je dis le nom. Voilà, Clarence, voilà qui va faire très très bon. C'est la première fois que je viens au mondial, mais j'ai travaillé sur le mondial bien dès que Patrick a eu l'idée. On s'est rencontrés à Guadeloupe avant le premier mondial. On ne se connaissait pas, on s'est donné rendez-vous et dans un restaurant. Alors je lui ai dit comment on fait pour se reconnaître. Il m'a dit que ça sera, tu verras un homme qui a un chapeau. Et il m'a dit comment toi tu feras pour me reconnaître. Je lui ai dit mais moi aussi, je suis un homme à chapeau. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés dans un restaurant autour d'un vieux. Je pense qu'il s'agissait probablement de mon vélo de 5 ou 6 ans. Et je lui ai dit bonne chance. Je ne pourrai pas assister au premier, mais j'ai des contacts dans le secteur. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Mais entreprendre, c'est une passion. Mais c'est aussi un don. Et je crois que tu as ce don-là. Et les gens avec qui tu travailles, les jeunes, parce que c'est important de transmettre, je crois que s'ils appliquent et s'ils observent avec sévérité les principes que tu mets en action pour réussir, je crois que tu auras réussi parce qu'ils prendront le relais. Merci beaucoup. Merci à tous. Tous ceux qui se sont déplacés, qui sont venus des îles, qui sont venus du continent, qui sont venus du Pacifique, qui sont venus d'Afrique. Lorsqu'on aime,
on ne compte pas. Et merci Patrick, merci pour le monde, pour sa façon qu'il a de nous rapprocher. Merci.